Bonjour, je me présente Louis Baron, vice-recteur au développement humain et organisationnel à l'UQAM. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les grandes actions déployées par le vice-rectorat au développement humain et organisationnel au cours des derniers mois. La crise que nous traversons depuis le mois de mars a été certes exigeante pour nous tous et elle l'a été bien sûr pour l'équipe du VRADO qui a la responsabilité de s'assurer que les membres de la communauté évoluent dans un environnement qui soit sain et sécuritaire. Je tiens d'ailleurs à les remercier et à leur exprimer toute ma gratitude, eux qui ont travaillé sans compter pour déployer un ensemble de mesures, développer des outils et mettre en place des mécanismes pour soutenir les employés en cette période exceptionnelle qu'est la pandémie. Je serai aujourd'hui accompagné, vous le voyez à ma gauche, d'une interprète qui est une diplômée de l'UQAM d'ailleurs, donc je remercie Madame Fanny Dubé de son aide. Je ferai au début de cet après-midi une courte présentation d'une dizaine de minutes, suite à quoi je répondrai aux questions que vous avez été nombreux à soumettre au cours de la dernière semaine. Un certain nombre d'entre vous ont d'ailleurs eu la gentillesse de nous envoyer des messages de félicitations, des remerciements. Je tiens à vous dire que ça a été fort apprécié, puisque, comme vous le savez, ça a été une période exigeante. Je vais vous inviter également, celles et ceux qui souhaitent poser des questions au cours de la présentation, en fait, à le faire une fois ma courte présentation faite en utilisant le module Converser qui va se débloquer donc automatiquement suite à cette présentation. Donc, tout d'abord, pour nous assurer de la sécurité de l'ensemble de la communauté de l'UQAM, nous nous devions de nous conformer aux mesures prescrites par la Direction de la santé publique. C'est pourquoi nous avons élaboré tout d'abord une directive concernant la prévention de la COVID-19 très rapidement au début de la crise, puis ensuite un protocole de gestion des cas, des contacts et des éclosions. Ce protocole a pour objectif de spécifier les mesures sanitaires à mettre en œuvre pour limiter au maximum la transmission de la COVID-19 sur les différents campus de l'université. Autrement dit, le protocole traite des mesures à déployer pour assurer la bonne gestion des cas confirmés, l'identification des membres de la communauté, que ce soit des membres du personnel ou des étudiantes et des étudiants qui auraient pu être infectés par une personne malade, et évidemment toutes les interventions appropriées qui en découlent. Pour veiller à la mise en œuvre du protocole, nous avons également mis en place un comité Vigie-COVID qui a pour rôle d'analyser l'ensemble des déclarations faites via le formulaire d'autodéclaration dont vous avez entendu abondamment parler dans nos récentes communications. Ce comité également fait des recommandations appropriées, communique rapidement avec la direction de la santé publique dès qu'un cas est confirmé et rapporté, et enfin, il soutient la direction de la santé publique dans les cas où il y aurait des enquêtes à réaliser sur notre campus. Ainsi donc, que ce soit pour un membre de la communauté qui reçoit un résultat positif au test de dépistage, quelqu'un qui éprouve des symptômes sur le campus ou à la maison, ou si nous constations une tendance à la hausse dans les autodéclarations de cas confirmés, eh bien, nous en informons systématiquement, dans ce cas-ci, la DSP. Ces cas sont systématiquement pris en charge par le comité Vigie-COVID. Nous avons, bien sûr, au cours des derniers mois, dû revoir l'organisation du travail. Un grand nombre d'entre nous avons adopté le télétravail, tandis que d'autres, une fois le confinement passé, ont réintégré progressivement le campus, soit sur une base temps plein, soit sur une base de temps partiel. Nous avons veillé à rester à l'affût de vos préoccupations par différents sondages envoyés au cours des derniers mois, qui nous ont permis d'adapter nos mesures en continu. Encore tout récemment, avec la mise sur pied d'une brigade étudiante InfoCovid que vous avez peut-être rencontrée si vous avez été présent sur le campus, qui a permis de sonder plus de 300 personnes sur l'expérience qu'ils faisaient de notre campus. Nous avons également développé certains outils de soutien à la gestion. Nous avons ici déployé un guide à l'intention des gestionnaires. Ce dernier guide a permis d'outiller les gestionnaires afin de faciliter la réintégration de leur équipe sur le campus au courant de l'été. Également, afin de clarifier les actions à entreprendre dans les cas malheureux où des employés de soutien ou des cadres devraient s'absenter du travail en raison de la COVID-19, nous avons déployé la semaine dernière, et vous l'avez tous reçu, c'est un message qui est envoyé à l'ensemble de la communauté, employés évidemment, un arbre décisionnel portant sur les processus de gestion des absences.
Il y a plusieurs mesures exceptionnelles qui ont été mises de l'avant dans le cadre de cet arbre décisionnel, des mesures qui visent à prioriser la santé et la sécurité du personnel de l'UQAM. Son objectif était de clarifier tant pour les employés qui doivent déclarer des absences qu'à ceux qui doivent les autoriser, quelle était la marche à suivre. Parmi les outils qui sont actuellement disponibles à l'ensemble de la communauté, on retrouve une foire aux questions qui est fréquemment mise à jour, qui a été développée très rapidement aussi au début de la crise. Elle a été conçue donc pour répondre aux nombreuses questions qui émergent dans ce contexte inédit que nous vivons présentement. Et cette foire aux questions donc porte sur des enjeux spécifiques aux ressources humaines, donc des questions de rémunération, tout ce qui touche au télétravail, la dotation, les vacances et les congés d'hiver, ainsi que les questions qui touchent la santé et la sécurité. Également, je vais parler un peu plus tôt du formulaire d'autodéclaration. Son objectif principal est de réduire la propagation sur le campus. Ce dernier formulaire donc permet à tous les membres de la communauté, y compris les étudiantes et les étudiants, qui éprouvent des symptômes, qui reviennent de voyage, qui ont été en contact étroit avec une personne atteinte, des gens qui ont reçu un diagnostic positif, ou dans le cas d'un employé qui est absent de son travail en lien avec la COVID-19, d'en informer l'université. Bien sûr, dans chacune de ces situations, la personne doit s'abstenir de venir sur le campus. Également, il y a un outil d'accompagnement au retour sur le campus pour le personnel qui a été développé et qui présente une liste de questions à vous poser ou de recommandations à suivre lors de votre passage sur le campus. Cet outil a été développé donc dans la foulée du retour en 4 phases sur le campus, mais il demeure toujours d'actualité. Ce sont des questions à vous poser avant votre venue sur le campus, pendant votre présence, mais également suite à votre venue sur le campus. Bien évidemment, la santé globale fut au cœur de nos actions, que ce soit en termes de santé physique que de santé psychologique. Donc, je tiens à souligner tout le travail de l'équipe Santé globale qui, depuis le début de la crise, assure une veille constante auprès de la Direction de la santé publique sur les mesures de prévention à appliquer. Leurs recommandations ont permis de travailler en étroite collaboration avec les différentes unités du CAM pour mettre en place des mesures pour la communauté. Je pense notamment au service des immeubles pour l'aménagement des lieux. Je pense également à tout le travail qui a été fait avec le service des communications pour la très belle signalétique que l'on retrouve partout sur le campus. À la division conciergerie et services aux usagers pour la distribution d'équipements de protection individuelle, qu'on appelle les EPI, ainsi qu'au bureauphile pour la distribution de la trousse de départ qui a été distribuée dans les départements, les facultés et l'ensemble des unités. Comment passer sous silence, sinon, tout le travail fait par le service de la prévention et de la sécurité pour le respect des mesures sur le campus et l'accès des lieux. Ils ont travaillé de façon très importante en étant présents sur le campus et vraiment s'assurer que l'accès à nos lieux se fasse de façon conforme à nos directives. Nous avons également mis sur pied une brigade étudiante InfoCovid, je mentionnais un petit peu plus tôt, durant quelques semaines au début de la session, une brigade qui va être réactivée également sous peu parce qu'on en a vu les bienfaits. La brigade a circulé sur les campus de l'UQAM et avait pour but d'informer les membres de la communauté sur les mesures de prévention à respecter. Elle répondait à des questions et dirigeait également les personnes rencontrées vers les bonnes ressources, tout en les sollicitant pour répondre à un sondage. Cet exercice a permis d'identifier des aspects qui seront améliorés, notamment, par exemple, l'affichage ou l'aménagement de certains lieux. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec les services à la vie étudiante. Je trouve important de le préciser. Bien sûr, la crise de la COVID a également eu comme effet de mettre à rude épreuve notre santé psychologique. Les inquiétudes face à notre santé, l'incertitude face à l'avenir, face à nos projets professionnels, mais également nos projets personnels, le nouveau contexte de télétravail ainsi que l'isolement social pour certains sont venus fragiliser sur le plan psychologique un certain nombre d'entre nous. Les équipes du VRADO ont mis en place un certain nombre de mesures de soutien en santé psychologique pour répondre à ces enjeux observés. Le service de développement organisationnel propose actuellement, basé sur le succès rencontré par des cafés-rencontres plus tôt cette année, 10 nouveaux cafés-rencontres virtuels au courant du mois d'octobre et de novembre qui seront offerts aux différents groupes d'emploi, que ce soit les professeurs et maîtres de langue, les chargés de cours, mais également le personnel syndiqué, le personnel non syndiqué et les cadres.
Le contexte actuel de la pandémie met en lumière l'importance des liens sociaux. Ces rencontres virtuelles vont être animées par un spécialiste en soutien psychologique et se déroulent vraiment dans un cadre informel. L'objectif de ces cafés-rencontres est de favoriser l'entraide en échangeant avec vos collègues sur vos stratégies pour faire face à la pandémie et à ses impacts. Le Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement, le BIPH, a produit par ailleurs une capsule vidéo intitulée « Favoriser le respect de près ou de loin » à l'intention du personnel et de la population étudiante qui rappelle que les politiques de l'UQAM visant à prévenir et à combattre toute forme de harcèlement ainsi que les violences à caractère sexuel s'appliquent même à distance. La capsule vise à sensibiliser les membres de la communauté au fait que c'est le lien avec l'université qui détermine les obligations et non le lieu où les personnes se trouvent. Que vous soyez dans votre cuisine, votre salon, ces mêmes politiques s'appliquent. Nous avons finalement développé un guide d'intervention à l'intention des gestionnaires pour détecter les employés en difficulté ou en détresse psychologique. Il était d'abord donc développé à l'intention des gestionnaires et un travail en cours présentement pour l'adapter à l'ensemble du personnel enseignant, personnel de soutien et également pour les directions académiques. D'autres projets sont en cours de développement, une formation notamment sur la détection et l'intervention auprès des personnes en situation de détresse psychologique qui va s'adresser à 3 groupes distincts, soit les cadres, les agentes et agents de gestion d'études, on sait qu'ils sont en contact direct avec la population étudiante, et les directeurs et directrices de département. Je m'en voudrais par ailleurs de ne pas vous rappeler en terminant l'existence de notre programme d'aide aux employés, notre PAE, qui est toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à vos préoccupations de nature plus psychologique. En terminant, je vous rappelle que plusieurs des informations présentées aujourd'hui se trouvent sur notre site InfoCovid 2020-2021 dans le menu « Soutien aux employés ». Alors, voilà qui conclut ma présentation. Ça nous amène maintenant à la période des questions. Je vous mentionnais d'entrée de jeu que nous avions reçu passablement de questions. Donc, je vais débuter par répondre à celles-ci. Et comme je le disais, je vous invite à utiliser le module Converser pour poser des questions que vous pourriez avoir. Première question, en fait, j'en ai fait un amalgame parce qu'on l'a reçu, cette question-là a été reçue à plusieurs occasions. Bonjour, est-ce que l'UQAM pourrait permettre à ses usagers de rentrer et de sortir par les portes du métro? Nous sommes plusieurs à le souhaiter pour des raisons de sécurité. Les 2 accès assez éloignés l'un de l'autre pour maintenir la distanciation physique et le peu de trafic à l'UQAM nous semble de bons arguments en faveur de cette ouverture. Vous avez été effectivement nombreux à en faire la demande. Maintenant que le début de la session est derrière nous et que l'on s'est assuré du respect de nos consignes sanitaires sur place, je suis heureux de vous annoncer, et si vous fréquentez le campus régulièrement, vous l'avez déjà constaté, dès mardi cette semaine, l'accès par le métro est désormais bidirectionnel. Vous pouvez donc entrer et sortir. Je peux également vous annoncer du même coup que l'accès métro au campus des sciences, au pavillon PK, sera également ouvert à double sens à compter de jeudi la semaine prochaine. Laisser le temps de réorganiser la signalétique pour que le tout se fasse de bonne façon. J'aimerais profiter de votre question également pour souligner toute l'importance de sortir par les sorties officielles de l'université et non par les sorties d'urgence non identifiées. Évidemment, pour des raisons d'ordre de protection incendie, nous devons laisser ouvertes ces portes de sortie de secours. Par contre, à chaque fois qu'une personne sort par ces portes, une alarme est déclenchée au service de la prévention et de la sécurité, ce qui déclenche plusieurs centaines d'alarmes par jour et ce qui ajoute évidemment du travail inutile aux agents de sécurité. Donc, vraiment, je vous demanderai votre collaboration. Une autre question maintenant, j'aimerais savoir s'il y aura une clinique de vaccination pour la grippe cet automne. Donc, écoutez, la question nous a été posée également à quelques reprises. Vous allez recevoir une communication institutionnelle cet après-midi à cet effet. Eh bien, malheureusement, l'UQAM n'offrira pas de vaccination contre la grippe saisonnière cette année. En fait, c'est vraiment une question de relation avec nos fournisseurs. Les doses de vaccins disponibles pour les cliniques en entreprise sont réservées aux personnes à risque de complications et aux personnes âgées.
Donc, ce qu'on vous propose, et vous le verrez dans le communiqué, c'est vraiment 2 options. Si vous voulez vous faire vacciner, prendre un rendez-vous avec une pharmacie près de votre domicile, évidemment, ça demeure possible. Et sinon, accéder au programme provincial de vaccination contre la grippe pour prendre un rendez-vous dans un établissement de santé de votre région. Les liens seront identifiés dans la communication à recevoir aujourd'hui. Une autre question maintenant. Depuis l'automne dernier, j'ai une condition médicale qui me cause des douleurs au dos. Selon mon médecin, cette condition justifierait l'utilisation d'un bureau assis debout. Est-ce que le contexte de la pandémie ne pourrait-il pas justifier quelques modifications aux directives actuelles entourant les dépenses admissibles pour l'aménagement d'espaces de travail à la maison? On a reçu cette question-là à différents moments dans les derniers mois. Les alignements ressources humaines sont très clairs et constants à cet effet. Le télétravail doit être 100% efficace pour le service, pour l'unité évidemment, mais pour l'employé évidemment aussi. Donc, si une personne nous mentionne avoir besoin d'un équipement spécialisé pour travailler à domicile, eh bien, il n'est pas 100% efficace en télétravail. La consigne alors est de revenir sur le campus pour travailler. Le campus est très sécuritaire. Si vous avez un dossier médical le justifiant, l'université pourra, si vous n'avez pas déjà une telle station assise debout, pourra vous accompagner pour que vous puissiez obtenir une telle station de travail. Évidemment, il y a toujours des cas d'exception. Si vous avez l'impression que vous êtes un cas d'exception, je vous invite à contacter l'équipe de Santé globale pour des questions plus spécifiques. Une autre question maintenant, un employé nous pose la question suivante, y aura-t-il une politique ou une procédure de télétravail? Si oui, serons-nous invités à participer à ce travail d'élaboration? Écoutez, c'est une excellente question. Évidemment, comme la grande majorité des organisations du Québec, mais je dirais du Canada et du monde aussi, nous avons dû nous adapter très rapidement au télétravail, au début avec les moyens du bord. Et plus les semaines avançaient, eh bien, plus nous avons trouvé des façons de soutenir ce passage vers le télétravail, tant d'un point de vue informatique, et je m'en voudrais ici de ne pas souligner tout le travail exceptionnel qui a été fait par mes collègues du vice-rectorat au système d'information, que d'un point de vue des modifications aussi que cela occasionne sur le travail d'équipe. Évidemment, il y a des enjeux de cohésion dans l'équipe et de mode de fonctionnement également sur lesquels on est venu en soutien. Évidemment, on constate, tout comme vous, que la situation semble là pour durer encore un certain temps. Donc, pour cette raison-là, et pour répondre plus directement à votre question, un comité de travail dont le mandat va être de rédiger une directive sur le télétravail, a été mis sur pied tout récemment. C'est une démarche qui va être portée par mon vice-rectorat, le VRADO, mais qui va inclure également des acteurs à l'extérieur, dans l'institution, parce que c'est une question complexe. Donc oui, il y aura une forme d'implication des différentes parties prenantes de l'université. Je vous remercie pour votre question. Une autre question qui est revenue à différents moments, j'aimerais savoir si l'UQAM émettra des formulaires T2200 pour que les employés puissent déduire certaines dépenses en lien avec le télétravail, d'autant plus que le télétravail se prolongera pour au moins encore quelques mois. Alors oui, l'UQAM va produire effectivement ce formulaire pour toutes les personnes qui vont rencontrer les critères d'admissibilité. Ces critères sont disponibles si vous voulez déjà aller voir sur le site de l'ARC, l'Agence de revenus du Canada. Pour l'instant, ce qu'on en dit, c'est que les personnes qui ont été tenues d'être en télétravail pendant plus de la moitié de l'année seraient admissibles et se verraient émettre donc un formulaire s'ils en font la demande. Un certain nombre de dépenses pourraient donc être admissibles, que ce soit l'Internet, le téléphone, l'électricité. Donc, tous les détails se trouvent sur le site de l'Agence de revenus du Canada. Quelqu'un pose la question si le webinaire est enregistré et disponible en différé. Oui, tout à fait, il l'est comme tous les autres webinaires. D'ailleurs, il est enregistré et va pouvoir être réécouté. Il est disponible, il sera disponible en fait sur le site InfoCovid 2020-2021. On pose la question, j'aimerais savoir dans quel but la direction de l'UQAM a décidé de reporter le début de la session d'hiver d'une semaine. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur le travail des employés dont le travail se déroule principalement en présentiel?
Merci pour votre question. Cette décision de reporter la session d'hiver d'une semaine, donc c'est important, je pense, de dire qu'elle a été entérinée par la Commission des études tout d'abord et ensuite par le Conseil d'administration. Son objectif ici, c'est de donner au personnel enseignant, que ce soit les professeurs, les maîtres de langue, les chargés de cours, plus de temps entre les deux sessions, laisser un flottement plus grand entre les deux. Pour deux choses, pour leur donner plus de temps pour préparer leurs cours à l'hiver, mais également pour souffler un peu. On est bien conscient à la direction que le passage en ligne demande des efforts importants aux enseignants et c'est une façon pour nous d'en tenir compte. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, comment est-ce que ça va affecter les employés de soutien? En fait, ça va être important pour vous de voir avec votre gestionnaire comment le report du début de la session vraiment conditionne ou non votre présence sur le campus. Je veux quand même mentionner que l'université ne sera pas fermée durant cette période. L'université va être ouverte, l'accès va être maintenu pour les employés, pour les étudiants. Donc, forcément, il y a du travail en présentiel qui va devoir être effectué. Chaque cas est différent, bien sûr. Donc, je vous invite à entrer en contact avec votre gestionnaire si vous voulez en savoir plus. Une autre question maintenant concernant l'arbre décisionnel sur la gestion des absences liées à la COVID-19. Je salue la décision de l'UQAM d'ajouter des mesures exceptionnelles pour soutenir les employés. Bon, bien merci, c'est gentil de le souligner. Par contre, il m'apparaît injuste pour les gens dont le travail ne peut être qu'en présentiel de devoir utiliser des journées de maladie s'ils ont attrapé la COVID-19. Écoutez, lorsqu'il y a un régime qui est déjà prévu pour traiter une absence, on fait toujours suivre l'absence dans le processus d'absence avec ce régime existant, dans ce cas-ci, en l'occurrence ici, le régime d'assurance invalidité. Pour les gens qui sont mis en isolement par la santé publique, il n'y a aucun régime, il n'y a aucun congé qui est associé à ce type d'absence. Des gens pourraient être mis en isolement par la santé publique sans en ressentir aucun symptôme, sans se sentir malade. On a donc décidé de ne pas pénaliser un employé qui doit se placer en isolement à la demande de la santé publique. Et je tiens quand même à souligner que ça va vraiment au-delà de nos responsabilités légales comme employeurs. C'est une décision qui a été prise par la direction pour ne pas pénaliser les employés qui seraient dans une telle situation. J'enchaîne donc avec une autre question. Il devrait y avoir une directive claire et uniforme pour tous concernant le télétravail qui est à géométrie variable d'une unité à l'autre. La direction devrait donner cette directive aux employés de soutien. Écoutez, tout a été, je reviens à des éléments que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt en lien avec le télétravail. On mentionne que le télétravail est favorisé et ouvertement encouragé lorsqu'il est possible et qu'il est pleinement efficace en fonction des besoins de l'unité. Évidemment, ça se décline différemment d'une unité à l'autre en fonction des besoins de toute l'équipe et le gestionnaire est, de toute évidence, la personne la mieux placée pour déterminer quelles activités doivent être maintenues en présentiel. Par exemple, pour un même type de poste, je vais prendre le poste dont je parlais tout à l'heure, agent à la gestion des études, agent à la gestion des études, eh bien, ça se peut que les besoins soient différents dans une faculté que dans une autre. À la faculté des arts, la réalité pourrait être différente qu'elle l'est à l'ESG. Quelquefois, un individu pourrait se trouver, lui, 100% efficace. Par contre, au fil des mois qui passent, il y a certaines activités qui pourraient avoir été mises de côté. Et à un certain moment, ces activités doivent être faites. Je pense juste à des travaux de maintenance, par exemple, qui peuvent ne pas être faits pendant un certain temps, mais qui doivent inévitablement, à un certain moment, être faits. Donc, je vous invite, pour ces questions-là aussi, à en discuter toujours avec votre gestionnaire. C'est le contexte de proximité le plus près pour vous. Une autre question maintenant, oui, auquel je pouvais m'attendre. La ministre Mécan a annoncé que le protocole d'urgence devait être déclenché. Ce protocole est en ligne et certains points ne sont pas respectés. Vous avez raison, c'est vrai, la ministre Mécan a annoncé que les protocoles d'urgence devaient être déclenchés. Par contre, c'est important de mentionner que ce protocole en est un en situation de reconfinement. Et heureusement, nous ne sommes pas en situation de reconfinement actuellement. On est passé en zone rouge. C'est à ce moment d'ailleurs que la ministre Mécan a annoncé que nous devions activer nos protocoles d'urgence.
Mais donc, pour l'instant, voilà ce qui explique effectivement que plusieurs des mesures n'ont pas été mises de l'avant. Par contre, il y a un certain nombre de mesures, que ce soit des mesures qui touchent à la santé physique et psychologique notamment, qui ont déjà été déployées depuis un certain temps, malgré le fait que nous n'ayons pas eu officiellement activé ce protocole. Pourquoi ne pas aider les gens à travailler de chez eux en payant des ordinateurs, des fauteuils? Pourquoi ne pas permettre de sortir notre matériel et de l'apporter à la maison? Écoutez, avec les moyens financiers qui sont présents dans le milieu de l'éducation, il n'est pas réaliste pour l'université d'équiper les membres du personnel dans deux environnements qui sont distincts, soit au travail et à la maison. Avec l'aide du vice-rectorat au système d'information, il y a plusieurs ordinateurs qui ont pu être prêtés aux équipes afin de les équiper dans cette transition vers le télétravail. Lorsque ce n'est pas possible, et ces cas sont quand même assez rares, je dirais, effectivement, nous demandons aux employés de revenir sur le campus. Je l'ai dit, campus qui est extrêmement sécuritaire. Nous avons eu des félicitations la semaine dernière, je dirais l'UQAM, mais les universités en général. Il faut savoir que nous avons notre population étudiante est la population la plus infectée actuellement à la grandeur du Québec. Et malgré cela, le nombre de cas d'infection parmi notre population étudiante est très faible. Donc, vraiment, je vous rassure que notre campus est très sécuritaire. Mais encore une fois, pour toutes ces situations, je vous invite également à en discuter avec votre gestionnaire. Est-ce que les services du BIPH sont toujours offerts? Oui, tout à fait. Nos services du BIPH sont toujours offerts. Nos politiques 16 et 42 continuent de s'appliquer. L'équipe peut être rejointe par courriel ou encore par téléphone. On sait que cette politique, ces deux politiques, en fait, la 16 sur les violences à caractère sexuel et la 42 sur le harcèlement psychologique, s'appliquent à toute la communauté de l'UQAM, et je l'ai dit, indépendamment du lieu où les gens se trouvent. Et elle s'applique également à nos partenaires externes, et qu'on soit donc à l'intérieur ou à l'extérieur du campus. Et ça inclut également toutes les interactions, peu importe le moyen technologique utilisé, donc évidemment avec la prolifération de l'utilisation de Zoom, de Teams, bien évidemment, on se retrouve davantage à distance, mais oui, tout à fait, ça continue, le BIPH continue d'offrir ces services. J'ai peut-être le temps pour une dernière question, une ou deux. Quels sont les moyens pris par l'UQAM pour protéger les employés alors que certains étudiants sur le campus ne respectent pas toujours les mesures de prévention? Écoutez, il y a eu bon nombre de mesures de sensibilisation qui ont été déployées auprès des employés, mais aussi auprès des étudiants. Beaucoup d'affichage, vous l'avez vu si vous fréquentez le campus, beaucoup également de rappels réguliers dans nos communications formelles avec les étudiants. Il y a des interventions régulières des équipes du service de prévention et de la sécurité, mais aussi, comme je le disais un peu plus tôt, de la brigade prévention COVID qui interviennent aussi dans des situations plus problématiques. Évidemment, c'est des actions importantes, mais ça ne remplace pas la vigie de chacune d'entre nous. Vraiment, il nous revient à tous de rappeler ces différentes mesures. Donc, on sait que le couvre-visage est obligatoire à l'UQAM. Si vous êtes un technicien, vous avez le droit d'interdire et vous devez interdire l'accès au laboratoire et demander de quitter un étudiant qui refuse de porter ce couvre-visage, comme vous l'auriez fait pour un étudiant qui agirait de façon vraiment non conforme ou non respectueuse de l'équipement que nous avons. Alors, écoutez, j'en arrive à la fin des questions. Il est maintenant 13h30. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci de votre attention. J'aimerais, avant de conclure, remercier à nouveau l'interprète qui m'accompagne ici. Et bien, vous ne le voyez pas, mais devant moi, il y a un nombre quand même assez impressionnant de personnes. Donc, je remercie l'équipe du service des communications et aussi, bien sûr, du service de l'audiovisuel, donc les Maxime au carré, Maxime et Marc. Donc, un grand merci à vous tous. Donc, je vous souhaite à tous une belle continuation. Et également, je vous mentionne que vos commentaires sur le webinaire sont appréciés et que l'adresse pour donc donner ces commentaires va se trouver dans le module de clavardage. Donc, je vous remercie beaucoup. À bientôt.